Il est sans conteste le plus célèbre de nos rappeurs français et on lui doit d'avoir sorti le rap hors des ghettos pour en faire un courant musical à part entière qui ne repose pas uniquement sur la technique et les samples mais aussi sur des textes travaillés et des musiques mélodieuses. Son premier album Qui sème le vent récolte le tempo a été le premier album de rap disque de platine, c'était en 1991. Avec des titres comme Bouge de là, Caroline ou Victime de la mode, il s'est imposé comme le précurseur du rap français. Et son second album, en 1994, Prose Combat, recèle des pépites comme le nouveau western ou la concubine de l'hémoglobine. Il l'a définitivement installé comme chef de file d'une nouvelle génération d'artistes. Suivront 5 autres albums avec des tubes comme Gangster moderne, Les temps changent, RMI, Paradisiaque, jusqu'à la sortie de chapitre 7 dont je vous propose tout de suite un petit extrait avec le titre phare Da Vinci Claude. Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au cou. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell. L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. On n'a pas l'habitude de ce genre de rythme sur KTO, c'est pour ça que je voulais d'emblée mettre un petit bout de ce dernier album. Bonjour Claude. Bonjour. Et merci d'être sur KTO. Je suis une fanatique finie de votre album, chapitre 7. Voilà, c'est dit, vous savez que vous êtes en terre amie. Je disais en introduction que vous êtes le plus célèbre de nos rappeurs français. Ça doit être rigolo pour vous, à pas 40 ans, d'être déjà un peu une légende comme ça, de faire figure d'ancien dans un style qui se renouvelle quand même beaucoup, en tout cas me semble-t-il. Vous en pensez quoi, vous? Oui, je sens que c'est... je vis la même chose, quoi. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose d'assez récent, ce mouvement rap en France, et que j'étais parmi les premiers, quelquefois je parle avec des jeunes groupes, et c'est incroyable. On parle de la même chose, et puis si j'ai la chance d'aller les voir travailler dans leur studio, je vois que les posters qu'ils ont à l'intérieur ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont des posters et ils sont fanatiques de gens qui sont tout récents. Et là, je vois quand même la différence. Hein. C'est-à-dire que j'ai au moins 10 à 15 ans d'écart en général. Ouais. Mais alors, je suis très content d'avoir été dans ces espèces de piliers, dans ces antiquités, dans ces premiers gens qui ont... Antiquité, j'ai pas dit ça non plus. J'ai dit chef de file. Ça veut dire, oui, c'est ça, un peu précurseur. Ouais, je suis très content parce que j'ai pas la recherche de, comment on appelle ça, la crédibilité à tout prix. La recherche de l'antériorité, j'ai connu telle chose. Voilà, ça me permet de continuer mon arbre généalogique en allant dans d'autres directions sans le moindre problème. Mais de toute façon, l'innovation a toujours été un peu votre moteur, dans le sens où si le rap vient des États-Unis, vous vous êtes démarqué assez rapidement de la violence qu'on pouvait trouver dans le rap américain, notamment. Enfin, ça, c'est une de vos caractéristiques, d'être parti sur quelque chose de plus doux. Oui, c'est vrai, à 100%. Je me rappelle que quand j'ai commencé, j'allais voir des cours d'ethnologie à l'université Paris 8. Ah bon? Et les gens, ils étudiaient un peu le mouvement rap qui était naissant. Et en voyant toujours les mêmes choses, des stéréotypes, des imitations un peu américaines, des groupes qui étaient plutôt séparatistes et ghettoisants au lieu d'avoir un message d'ouverture, moi je voyais ça en tant qu'étudiant et je me suis dit si un jour je fais quelque chose, on va essayer de ne pas faire comme les États-Unis. C'est-à-dire que je voulais faire des textes de concorde, si possible poétiques et si possible en français. Voilà, c'était mes trois bases. Et je trouve que ça a été une grande chance parce que la contrainte a été une liberté. Je voulais pas parler d'armes, je voulais pas parler de matérialisme, je voulais pas parler de comment on appelle ça, d'arrogance par les biens qu'on peut avoir. Je voulais parler plutôt que... je voulais parler d'une communauté ou de plusieurs personnes plutôt que d'un individu. Et c'est cette chance d'avoir vu des étudiants qui étudiaient les travers des rappeurs. C'est une chance parce que ça m'a donné de l'assurance dans ce choix-là. Alors, il y a plusieurs choses qui vous caractérisent effectivement ce choix de la non-violence dans les paroles, ce choix aussi de rythme assez mélodieux.
Ouais. D'un flow aussi qui est vraiment très personnel. Et ce choix aussi de thématiques très basées sur la société. Vous êtes beaucoup dans la dénonciation, mais il y a une manière toujours très fine, très intelligente et très maligne, finalement, d'amener... Enfin, là, tout de suite, je pense à La concubine de l'hémoglobine ou à Bouche de là, un thème sur la fraternité. C'est toujours... c'est joyeux, c'est bien fait. Oui, j'avais un prof qui appelait ça les lubrifiants didactiques. Les lubrifiants didactiques. C'est-à-dire que quand explication de texte. Oui. C'est-à-dire que quand on s'amuse un petit peu, le message passe mieux. Oui. Au lieu d'être frontal, je sais pas, dans La concubine de l'hémoglobine, je voulais parler de la paix et des choses qui vont pas dans le monde, globalement. Alors je me suis placé comme un oiseau qui faisait un survol de différentes zones et qui racontait ce qu'il voyait. C'est un petit côté poétique qui vient. Voilà, je voulais à aucun moment être un activiste parce que j'étais un ado. Donc les choses que j'allais raconter, elles n'étaient pas sûres. Par contre, si je faisais un tableau, c'est toujours ça mon truc, parler, être poético-social, c'est-à-dire parler autant de victimes de la mode que de Bouche de là, que de quelques aventures, La concubine de l'hémoglobine. Même là, clic, dans chapitre 7, In God We Trust, on est encore dans les plaies, les dénonciations des plaies du monde moderne. Dans la chanson, être récréatif quand même. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Une raison est assez simple, mes amis sont des gens normaux et on n'a jamais joué les costauds, donc on ne s'est jamais mis en avant. On raconte des histoires, mais... voilà, ça devient des histoires, ça devient des scénarios avec des lieux et des personnages. Ça fait quoi, 5 minutes que l'émission a commencé. Je pense que les téléspectateurs le sentent. Il y a une très grande douceur qui émane de vous. On a dû vous le dire souvent, j'imagine. En tout cas, il n'y a pas cette nervosité, cette hargne qu'on pourrait peut-être attendre de la part d'un rappeur. C'est vrai que j'ai peut-être des modèles américains en tête aussi. Mais non, mais je crois que c'est mon caractère. Et puis il y a quelque chose, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Peut-être que je suis trop contemplatif. Non, je suis très contemplatif et je suis assez posé. Mais c'est vrai que je ne joue pas le rappeur américain. Voilà. C'est quelque chose de... Mes modèles sont plus en France ou parmi mes amis que des clips ou des attitudes que j'ai vues dans les clips américains. Et ça... voilà pourquoi alors que j'essaye de me discipliner pour être un peu plus dur, un peu plus... J'arrive pas. Mais pourquoi être plus dur? Je sais pas, je suppose que il doit y avoir de l'utilité là-dedans. Hein. Je ne parle pas dans la façon de parler, des choses comme ça, mais voilà, j'ai un côté très très relax que j'ai envie de changer pour le 21e siècle. J'ai envie de changer un peu ça, voilà, histoire de voir comment c'est, les choses dures... le sport, le dépassement, la discipline, les horaires fixes, un cahier de texte, des choses comme ça. Alors, une autre de vos caractéristiques, ce sont aussi les jeux de mots. On a pu l'entendre avec Da Vinci Claude, qui est évidemment une reprise de Da Vinci Code, mais avec, vous notez tous les dysfonctionnements. Enfin, c'est très, très joyeux ce mélange que vous faites dans le texte. Et le jeu de mots revient très souvent, pas tout le temps, mais quasiment à chaque fois dans vos chansons. Ça, c'est une gymnastique aussi de l'esprit. Oui, c'est une gymnastique. Moi, quand j'étais petit, j'étais tombé par hasard à la bibliothèque municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Je vais nommer la ville. Elle est dans le Val-de-Marne, banlieue sud-est. C'est là que vous avez grandi ? Oui. Et en entrant dans cette bibliothèque, je suis tombé sur des tas de livres très très intéressants. Et puis il y en avait un qui s'appelait Les Jeux de mots. Un gros livre très intéressant avec Apollinaire, Hugo, des calembours et plein de choses comme ça. Et c'était le livre que je feuilletais à chaque fois. D'un côté, je faisais mes devoirs, d'un autre côté, j'empruntais des bouquins, mais quand même, avant de partir, il fallait que je feuillete ça. Et ça a été une espèce de gymnastique, parce que quelquefois, bon, ça fait un peu publicitaire, mais ça permet de réduire un concept en 2 phrases qui sont, voilà, qui pétillent comme si on était Jacques Séguéla en 83. En 81. Oui, dans ces années-là, les années fils de pub, comme il disait. Voilà, les années slogan en tout cas. Ouais. Et j'adore ça, maintenant. Le travail sur le mot et sur la phrase, sur le verbe. Ouais. Alors maintenant, j'avais le choix entre le sens, entre la forme et les choses dites, et j'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas gratuit. Voilà, alors... c'est très très difficile. Mais à quel moment vous arrivez à déterminer, quand vous écrivez une chanson, j'imagine que là dans le chapitre 7, il
bon, il y en a 18, il y a des fois c'est des petits bouts, mais on va dire 18 chansons. À quel moment vous déterminez, ça c'est bon, ça c'est moins bon, je ne le mets pas? Enfin, comment vous gendarmez, comment vous triez? Alors je le fais avec le temps. Je me fixe un temps très très limité. Je suis dans le studio. Vous mettez des contraintes, ça vous aimez. Hein. Et des vraies contraintes de temps. Nous sommes en studio et ce qui doit sortir ne doit pas être effacé, gommé, etc. Donc je me permets des fautes, je me permets des approximations, je me permets plein de choses. Mais voilà, j'essaie de ne pas faire de correction, voilà, d'aller directement d'un seul trait. Alors je ne sais pas quand est-ce que je trouve que c'est bon. Quand c'est pas bon... Depuis 15 ans, j'ai envie de faire un truc qui s'appelle 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines. Raconter, a priori, l'histoire de quelqu'un qui a travaillé pendant une grande partie de sa vie. Et puis avant ces 50 ans, il y a une compression personnelle et il est entre l'après-retraite et un moment où il ne peut pas travailler. Et ben, j'arrive pas à le faire parce que je trouve ce jeu de mots pas très intéressant. 50 ans en Yvelines, au lieu de 50 ans en Yvelines. Voilà, donc ce serait quoi, une chanson? Ouais, ce serait une petite chanson sur la vie d'un homme, mais je le trouve pas assez bien, donc voilà, j'en trouverai un autre. Ça percute pas comme vous voudriez que ça percute. Ouais. On dirait que c'est au forcing, une rocasserie. Qu'est-ce que vos chansons et vos paroles de chansons ne révèlent pas de vous? Parce que j'imagine qu'on met beaucoup de soi, forcément, dans des chansons, même quand on observe un phénomène de société. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réussi en cet album à faire passer? Parce que peut-être c'est un peu trop tôt, peut-être que, je sais pas, il n'y a pas encore la maturité ou pas encore les mots pour le dire. Enfin... Ce que j'arrive pas à faire passer, c'est un engagement avec une option ferme. Je sais pas, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, alors j'y vais par strate. J'ai envie de parler des enfants du monde, des choses qui vont pas. Bah, vous parlez des enfants soldats? Oui, je commence à peine. Mais c'est pas un statement, quelque chose de fort, quelque chose que où je pourrais faire, comment on appelle ça, fédérer des gens, faire une... J'arrive pas, j'y vais tout doucement, alors que j'ai envie de faire des choses. Je voulais parler des mines antipersonnelles, de l'eau. Puis une fois que je connais à peu près le dossier, eh ben je suis moins révolté et je raconte, comme si je mettais des photos, il faudrait aller... comme si j'ouvrais des pistes à des gens. C'est ce genre de choses que j'arrive pas à faire. Parce qu'il faut être révolté pour faire une chanson sur, par exemple, les mines antipersonnelles, l'eau. Il faut avoir un fond de révolte quand même pour bien écrire sa chanson. Oui, je crois qu'il y a ça. Et comme j'apprends, j'étudie, je parle à des gens et d'autres, je digère trop. Je digère trop. Donc ça fait pas bouger les gens, aller dans un sens. Vous comprenez les tenants et les aboutissants qui font que le problème se règle pas si facilement. Voilà. Et c'est énervant. C'est énervant. Il faudra peut-être faire moins de recherches, non? Oui, moins de recherches. Maintenant, les recherches sont tellement faciles. Ouais. On tape un mot sur un moteur de recherche. Il y a plein de choses qui arrivent. Et on a le sentiment de ne plus être un défricheur de choses. Aussi, ça, c'est le deuxième problème. Parce qu'avant, on aimait bien aller chercher des choses, pousser des gens, les intéresser. Et là, maintenant, tout le monde a accès à tout. Quelle horreur. On n'est plus des pionniers. Et les chansons d'amour? Les chansons d'amour, j'aime bien en raconter, parce que c'est essentiel. Je parle autant dans le rock, le rap ou partout, c'est essentiel. Faire en sorte que des gens puissent se rencontrer, si possible raconter des histoires qui terminent mal, ça j'adore ça. Pourquoi? C'est plus payant? C'est moins à l'eau de rose? C'est comment? Voilà, il y a un côté, il y a toujours du béton dans mes chansons d'amour. La Belle et le Bad Boy, mais aussi Coup d'œil dans le métro, mais aussi Caroline. Elles sont toujours dans le concret. Et par exemple, aujourd'hui, quand on regarde le monde tel qu'il est, il y a des sites de rencontres partout, il y a des téléphones, des SMS, il y a tout. Eh bien, le romantisme, il existe toujours. Malgré le béton, malgré la technologie, il y a toujours un moment où il y a une rencontre entre les gens. J'adore raconter ce genre d'histoires. Souvent, ce sont des scénarios, du cinéma pour les aveugles. Mais les gens, qui qu'ils soient, très très cartésiens, école de commerce, ou bien charcutiers, ils ont envie que ça se termine bien. Et avec moi, ça se termine mal. En fait, vous cherchez à mettre un peu de poésie dans des réalités parfois un peu concrètes. C'est un peu la fleur sur la bouse de vache. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est toujours mettre de la poésie, dire qu'il y a de l'espoir et qu'on n'est pas victime du contexte et de l'environnement.
On n'est pas dans une civilisation, société ou un siècle où on pousse les gens au rêve, à l'amour, aux choses simples. Mais curieusement, quand les gens en écoutent ou quand on leur propose, eh ben, ils vont dedans. Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Qu'est-ce qui vous fait partir complètement? Moi, ce qui me fait partir complètement, c'est... alors, je ne l'ai jamais fait, hein. D'accord. Mais ce serait d'être sur un lac avec une canne à pêche et pêcher un poisson d'eau douce. Oh bah c'est tout simple, ça. Ouais. Mais oui, je peux le faire. C'est un moment où on peut songer, réfléchir, être loin de... Il y a toujours de la distance, moi, dans mes rêves. Mais être loin de, je sais pas, du métro, du bruit des gens, et d'avoir des moments de solitude. Ça ressemble à la solitude, ouais. ce que vous nous dites. Ouais, j'adore ça. Voilà, j'ai jamais pêché, hein. Mais pourquoi vous le faites pas? C'était tellement simple, c'est pas aller dans l'espace, c'est pas... Qu'est-ce qui vous empêche? Je vais le faire, acheter des bottes, et puis c'est ces moments-là quoi, que j'aime bien. Faire des ricochets, c'est la même chose. C'est parce que on fait une espèce de régression, on pense à plein de choses, on a des idées qui arrivent, il n'y a pas de téléphone qui vient nous déranger, et on a le sentiment d'exister pour une fois, d'exister un petit peu. Parce que souvent dans ces moments-là, on regarde qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ça permet de faire le point. Enfin, c'est une sorte de retour sur soi. Ouais. Vous faites, vous, des fois, d'aller faire des retraites, que ce soit dans des monastères, des couvents ou dans d'autres lieux, pas forcément spirituels. C'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez déjà fait? Oui, j'essaie d'en faire une fois par an, moi. Ah oui? Et peut-être 2, ouais. Et vous allez où alors quand vous partez Alors au choix, je pars ou en Allemagne, parce que... Alors pourquoi l'Allemagne? Parce qu'on peut choisir une ville au hasard, ouais. Moyenne ou petite, ou un village, que personne ne nous connaît, que c'est à nous de trouver 2-3 endroits, et qu'on n'a plus qu'à penser. Non mais ça marche pas en Italie ou en Espagne, votre Ça marche en Italie, ça marche en Suisse allemande. Non, ça marche partout, je le fais souvent. Je pars 3 jours, 4 jours, une semaine, où c'est un retour sur soi. J'ai une sœur, moi, qui me disait, bon, c'était sa prof qui lui avait dit qu'il faudrait penser, trouver 5 minutes par jour à soi pour penser à quelque chose. Alors moi, je les ai pas toujours, mais quand tu te lèves à 8 heures et que tu as une journée entière dans un pays où tu connais personne, dans un petit village en Bavière ou en Saxe, là, ça permet de penser à plein de choses. Et quels sont les thèmes qui remontent principalement? Alors, il y a le sens de la vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que, en mon absence, ou bien pendant ma présence, j'ai fait quelque chose qui va rester, et quelque chose d'utile? Voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Y a l'avenir, je sais pas, ça arrive comme une espèce de peur que va devenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Donc là, on pense pas à soi, mais on pense aux autres. Voilà, genre une espèce de testament. Si je meurs, voici mon testament. C'est un peu ça qui arrive dans une journée où on n'a personne à qui parler. Il y a des choses comme ça un peu essentielles qui arrivent. Et puis, et ça, c'est depuis toujours. Qu'est-ce que je peux faire de concret, de concret, voilà, quelque chose qui existe. Je vois des gens qui ont des fois des associations et qui font juste un dispensaire quelque part. Ça leur prend 3 mois dans une année, monter le projet, aller mettre un puits, faire un dispensaire ou n'importe quoi, mais ça existe. Vous parrainez une association qui éventuellement, qui fait de l'humanitaire ou du social? Non. Non, mais il y a une recherche par rapport à ça. Oui, il y a une envie de faire. C'est-à-dire que de faire. Ne pas être, comment on appelle ça? Pas être juste parrain, vous voulez dire? C'est-à-dire mettre les mains vraiment dans la terre et y aller, quoi. Voilà. Ou mettre les mains, ou initier le projet. Ah oui. Et même à 3 personnes, puisque je vois des fois des gens qui ont entre 18 et 22 ans et qui vont le faire. Et voilà, moi j'ai envie de voir des choses toutes petites. Hein. Je suis tombé un jour au Sénégal, dans la pointe de Sagoma, sur quelques jeunes scandinaves qui ont mis juste un puits quelque part, et ben ça a fait qu'il y a un village. Et ça leur a coûté juste des idées et un tout petit peu d'euros. C'est génial. Ça, on sent qu'il y a une recherche de ce côté-là qui pourra aboutir dans quelques années. Il faut le temps de mûrir peut-être un projet. Ouais.
Mais tous ceux avec qui je travaille ont envie de ça. On s'en est rendu compte un jour, de faire un petit truc qu'ils voient. Voilà à quoi servent mes retraites. Et puis, avec mon caractère de tout remettre au lendemain, ça fait des années que j'attends. La procrastination. Je procrastine every day. Voilà, il faudrait faire une chanson là-dessus. Ouais. C'est peut-être un mot un peu trop savant, mais... Ouais. Et vous prenez, j'imagine, le temps de faire un petit retour sur vos, on va dire, allez, grosso modo, 15 années de carrière. Vous êtes fier de ces 15 années? Il y a des choses que vous auriez fait différemment ou pas de regrets? J'aurais rien fait différemment. Mais par contre, je me rends compte que j'ai une chance terrible. Voilà, que j'ai une chance terrible. Je passe le bac, je suis à la fac, je fais des maquettes, je fais de la musique et je fais des choses que j'aime bien. Ça me permet de rencontrer des gens. Je voulais être journaliste ou je voulais être traducteur. Je voulais voir le monde. Et tout ça, ça existe. Alors, je remercie vraiment... Qui? Comment on appelle ça? Alors, on peut passer de A à B ou de B à A. Ça peut paraître simple, mais c'est le B à bas. Avancer, c'est aller vers C, viser D et réciter son alphabet. Mais il n'y a pas que la persévérance. Certains matins sonne le facteur chance. Ça, c'est dans une des chansons, je sais. Alors, je pense au facteur chance. Et voilà, au facteur chance, je peux juste accuser le facteur chance. Mais j'ai que de la joie pour... Je me rends compte que je suis extrêmement privilégié. Extrêmement privilégié. Vous avez beaucoup de reconnaissance, en tout cas. Ouais. C'est dans quelle chanson, là? C'est un extrait d'une de vos chansons. Elle s'appelle... comment elle s'appelle? Ça y est, In God We Trust. In God We Trust, oui. Voilà. Je savais bien que ça me disait quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une chanson où vous dites merci, qui est terriblement jolie, cette petite chanson. Une chanson toute simple. J'étais un ado pris dans l'inconnu, marchant dans la ville, arpentant les rues, perdant dans la foule, enfant claustrophobe. J'avais pour envie de changer le globe. Vous racontez très simplement, en quelques mots, votre parcours. Et vous dites, vous terminez en disant... Voilà pourquoi je ne tourne pas ma langue cette fois pour te dire ceci. Merci, qui est une chanson à votre public, j'imagine. Ouais, elle est au public, mais elle est aussi le fruit de ces retraites à droite ou à gauche. C'est-à-dire que je remercie le public, mais je remercie la vie, quoi. La vie, parce que je suis très heureux. C'est génial. J'étudie des choses, je rencontre des gens. Tout ce que je fais peut... Je sais pas... Ça, c'est vraiment un thème très, très important. C'est comment, pourquoi moi, à ce moment-là, je peux à aucun moment dans une journée, et depuis que je fais ça, me plaindre. Mais vous ne remerciez pas Dieu. Enfin, il existe pour vous? Enfin, quel rapport vous avez avec lui? Ou quel non-rapport? Le rapport que j'ai avec Dieu, c'est que j'ai jamais eu d'éducation religieuse. Alors, j'en ai eu un besoin dans les années... il y a une quinzaine d'années. Mais comme je n'ai jamais fait de catéchisme dans une religion quelconque, alors j'ai acheté des livres pour enfants qui me racontaient les grands épisodes, l'Arche de Noé, Jézabel, la parabole des talents, Abel et Caïn. Voilà, je m'intéresse un peu à tout. Alors j'ai un manque de formation finalement. D'information. Mais mon fonctionnement et les gens avec qui j'ai grandi, c'est-à-dire ma mère et tout ce que j'ai pu voir dans la vie, me dit que ce sont de bonnes choses. Les tu ne tueras point, tu voleras pas, tu feras pas de mal à autrui. Mais au niveau de la... Bah oui, Dieu existe, j'espère. Alors j'ai deux périodes. J'ai eu une période quand même où j'avais des lectures qui étaient un peu dures avec Dieu. Je tombais des fois sur des livres qui étaient, comment on appelle ça, libre penseur, que c'était pas... Alors bon, j'ai un peu grandi là-dedans. Et puis, j'ai rencontré des gens croyants, musulmans, catholiques, et je me suis rendu compte qu'on était pareils. Tu vois, pareil, que les mecs, ils avaient du fun, que c'était pas les trucs que je lisais parce que c'était des pamphlets du 17, 18, 19e siècle, qu'ils étaient exactement dans la vie comme moi. Et je crois que depuis les années 2000, j'ai moins une espèce de... Méfiance. De méfiance, ils sont exactement comme moi. Et ils ont ce plus, c'est une culture et un protocole, des choses à faire. Mais quand j'étais ado, moi, j'étais plutôt... C'est quoi ce truc? Voilà, c'est quoi ce truc? Un protocole, des choses à faire, ce qui est important avant des choses à faire, etc., c'est peut-être d'être habité, non? D'avoir une foi.
Ouais. Vous sentiez cette foi chez ces gens-là, quelle que soit la religion? Non. Parce que des choses à faire, c'est bien intéressant. Enfin, là, on est en période de carême, nous les catholiques. Si on fait le carême sans bien comprendre les tenants et les aboutissants et sans que ce soit basé sur une foi réelle, c'est pas très intéressant de ne pas manger de viande le vendredi, vous voyez. Enfin bon, il faut que ce soit sous-tendu par une foi réelle. Oui, mais ils croient, par exemple, à faire le bien à peu près. Oui. Tu vois, même s'ils sont... j'appelle ça de la délinquance juvénile, c'est des bêtises et tout ça, mais à un moment donné, ça les restabilise. Ils pensent occasionnellement... Ça structure un peu, quoi. Oui, par rapport à tout ce qu'ils ont à faire, ils pensent souvent aux autres. Et puis, voilà, j'ai découvert ça il y a vraiment en l'an 2000, quoi, vers les années 2000, que malgré c'est pas leur foi, mais malgré, tu vois, aller régulièrement à l'église et machin, etc. Mais non, ils sont extrêmement dans la vie. Mais il fallait le voir pour le croire. Ou bien il ne faut pas croire toutes les lectures, voilà. Avec une recherche peut-être d'aller plus en avant, là aussi, on parlait d'engagement tout à l'heure, plus humanitaire, et là, avec un engagement plus en avant spirituel, sur le plan spirituel, vers l'une ou l'autre religion, il y a une recherche de ce côté-là ou... J'ai un mal fou à cause de l'offre. Voilà. De quoi? La multiplicité de l'offre? Et ouais. C'est pas un supermarché. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire où on a un guide, quelqu'un qui t'apprend 2-3 choses et puis toi, tu y vas tout seul. Mais moi, comme dans ma période, je suis allé voir de tout. Des protestants, des adventistes, des gédéons, des catholiques. Je suis allé voir de tout. Après, quand on rentre et qu'on n'a même pas une structure à la base religieuse, bon, voilà. On a trop plein d'informations, on se perd un peu, on sait plus. Ouais. Mais... Je suis allé tout voir. Moi, à un moment, j'avais une recherche spirituelle quelconque. Hein. Je parlais avec des musulmans, je parlais avec des bouddhistes, j'allais voir les petits centres de tout et de rien. Voilà. Donc, je connais plein de choses. Je rentre dedans, j'essaie de rester quelques temps, comprendre, expliquer le livre, avoir l'histoire, parler aux gens, voir s'ils sont tordus ou pas. Et puis, à un moment donné, je dis, mais peut-être vais-je trop loin. Vous êtes très analytique dans votre démarche. Soit pour faire une chanson, vous faites des tonnes de recherches, ou pour essayer, par rapport à votre recherche spirituelle, vous allez beaucoup dans le fond des choses. Mais c'est intéressant, c'est une belle ouverture. Il paraît que c'est les cycles de 7, et que le prochain cycle, je rechercherai ça. Voilà. Ah bon? Alors j'attends le prochain cycle. J'ai un ami qui s'appelle Pascal Légitimus qui fonctionne beaucoup aussi avec ses cycles de 7. Il essaie de m'expliquer ça. Je ne suis pas très d'accord sur ce genre de choses, mais à chacun ses croyances. Alors, pour continuer un petit peu sur la foi, Claude, vous allez participer, ça va être une grande expérience dans votre vie, ça, au Festival de Pâques, qui aura lieu les 22, 23 et 24 mars. Au week-end de Pâques, évidemment, c'est au pied de la cathédrale de Chartres. Et ce sont donc toute une série d'animations artistiques, beaucoup de concerts prévus pour vivre Pâques, fêter Pâques d'une manière différente, évidemment catholique. Et vous, vous avez accepté d'être la tête d'affiche? Ben oui, on m'a donné un coup de téléphone en me disant bon voilà, on a un concert qui est dans un cadre particulier, c'est une fête qui s'appelle le Festival de Pâques. J'ai demandé combien de temps ça dure, on m'a dit 2 jours ou 3 jours. J'ai dit c'est génial, parce que c'est un rassemblement, parce que visiblement il y a plein de groupes, des groupes de rock, de rap, de reggae. Un éventail, oui, tout à fait, impressionnant. Ouais, et c'est quelque chose à voir. J'avais un souvenir très éclatant des années... comment ça s'appelait? Les JMJ. Les JMJ, bien sûr. Donc je voyais ça aux informations. Voilà, j'aime quelque chose qui s'appelle les rassemblements. Et bon, j'ai quand même téléphoné aux organisateurs et visiblement c'est quelque chose de superbe. Donc c'est avec grand plaisir que je vais découvrir des choses. Pas de peur du tout par rapport à ce que vous pouvez découvrir? Zéro peur. Zéro peur. 100% d'enthousiasme. 100% d'enthousiasme, parce qu'il faut toujours aller vers les gens. Et là, cette fois, c'est pas moi qui vais vers... Non, j'ai plein d'amis que je ne soupçonnais pas qu'ils avaient ces deux choses, quoi. Et bon, ce sont des gens... J'aime bien, je parle des gens comme si c'était quelque chose en cage et tout ça. Non, mais pas du tout. Mais vous allez découvrir des gens assez extraordinaires. Il va y avoir notamment un homme qui s'appelle Frère Stan, Father Stan, qui est moine
à New York, qui va jouer sur sa guitare. Enfin, il va y avoir des profils assez intéressants. Ouais. Vous allez jouer le dimanche soir à 21h, le 23 mars, mais il y aura toute une série d'autres concerts. Je pense que vous allez rencontrer des profils. Est-ce que vous allez, par exemple, le lendemain, le lundi matin, il y a la messe des artistes, précédée par Monseigneur Ricard. Est-ce que c'est quelque chose qui va éventuellement vous intéresser? Est-ce que vous allez rester sur place? Il y a une nuit d'adoration. Est-ce que vous allez rester à la nuit d'adoration le dimanche soir et dans la nuit pour voir ce qui s'y passe? Ça, c'est dans mon caractère. Donc il y a vous parliez d'un fortement côté de contemplatif. Ouais, mais ouais, c'est bien possible que j'y aille. C'est dans mon caractère. Ouais, j'irai certainement. Mais j'ai déjà visité cette cathédrale. Moi, je suis entré dans cette cathédrale. Et malgré le monde, bah oui, c'est dans ces moments-là qu'on se pose des questions, quoi, quand même. Saisi par la beauté du lieu aussi? Oui, et par le travail des hommes. Et donc, ils ne l'ont pas fait pour rien, visiblement. J'irai, en tout cas. Moi, j'ai prévu d'aller dans les stands, voir God Save the DJ ou les différents groupes. Ouais. Ne pas vous contenter, entre guillemets, d'aller, venir, d'avoir rempli votre taf et de repartir. Ah non, ça, prendre le temps je ne le fais jamais. Comme c'est une première pour moi d'avoir ce genre de truc, je vais être obligé de parler à des gens. Et je suis sûr qu'on va parler de tout. Vous aimez, vous, là, vous êtes dans une tournée de série de concerts actuellement. Vous traversez différentes villes, bientôt Marseille, Chartres, Évian, la Suisse aussi. Il y aura le concert Solancy au Zénith à Paris le 13 avril. Et vous aimez aussi prendre le temps de rencontrer votre public, de discuter avec les gens. Il y a un côté pas grosse tête du tout. Ouais, c'est un truc qui est indispensable pour moi. Et quelquefois, je pense que c'est un défaut. Voilà, ces temps-ci... De quoi? Quel est un défaut? Ben oui, quand je prends du recul, je me dis, bon, tu perds du temps, mais j'adore ça. J'adore parler avec des gens parce que c'est... Alors, je leur apporte des fois des solutions incroyables, parce que je respecte toujours, hein, je ne suis pas dirigiste. Mais eux, ils me donnent un concentré de choses ou de choses à aller voir. Parce que, alors comme je suis un peu connu, les choses vont très vite et on me donne l'essentiel et j'adore ça. Vous y trouvez une certaine fécondité, a priori, dans ces rapports? Ouais. Puis j'aime bien casser les barrières très directement. Oui, Alors, pour revenir au Festival de Pâques, il y a au moins 3 choses que je vais faire, c'est sûr. Au moins revisiter cette cathédrale. Et ça fait déjà 1 an et quelques qu'une femme qui s'appelle Frigide Barjot oui, c'est une grande amie aussi. Me demande de venir dans ses veillées à des dates ponctuelles. Peut-être que je la ferai là-bas. On a eu la joie de la recevoir ici avec son mari Basile de Kock. Et effectivement, c'est une grande catholique très engagée qui organise des veillées de discussion et de prière aussi, dans sa paroisse. Elle me dit toujours, c'est très cool, t'inquiète pas. Et il faut que j'aille voir. Elle m'a invité, hein, donc je pourrais y aller. Donc ça, vous avez dit, je ferai 3 choses. 1, rentrer dans la cathédrale de Chartres. 2, une veillée, peut-être que je la ferai avec Frigide et Basile. Et puis la 3e, c'est parler... aller voir, parce que dans ce festival, il y a aussi plein de stands. Oui, voilà. Donc, déambuler, prendre le temps de rencontrer les gens. Aller voir ce qui se passe. Peut-être une 4e chose, chanter, mais dimanche soir. C'est vrai, c'est essentiel. De pas l'oublier. Vous avez choisi vos chansons en fonction en vous disant, oh là là, mon Dieu, c'est des cathos, je peux pas chanter ça, je peux pas chanter ça, je peux pas chanter ça. Non, mais je me pose des questions. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Solar pleure. Qui est une chanson mystique au possible. J'adore cette chanson. Alors j'ai peur que ça puisse faire un électrochoc, peut-être. Ah non, il faut la mettre. Bon, alors je la mets. Il faut absolument la mettre, Solar Fleur. Il y en a une où je dis au nom du Père, du Fils et de Claude MC. Ce sera bien pris. Bon, je vais la mettre quand même. Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous en parler. Il y a 2 chansons dont je voulais vous parler. Il y avait effectivement Solar Pleure, où c'est une chanson, j'en cite juste, mais vous pouvez peut-être enchaîner. Solar pleure, ses larmes éteignent les flammes, libèrent les âmes, fait renaître Abraham, le diable est à l'agonie, unissons nos forces, Bouddha, grand architecte, Teresa, bonbon le torse, priez, aidez-moi, il chancelle, il boite, il se consume, il fume, il n'a plus qu'une patte, je vois qu'il souffre, je vois qu'il hurle, il a créé le mal et c'est le mal qui le brûle, et plus loin, Satan est mort, le bien reprend vie, à quand la terre comme nouveau paradis. C'est vraiment une chanson qu'il faut absolument mettre au Festival de Pâques. En fait, c'est une chanson où vous imaginez que vous êtes mort. Ouais, j'imagine que je suis mort au départ. J'étais totalement guidé par une main. Et puis, il y a eu un 2e couplet où
voilà, je suis mort. Et puis après, à un moment, j'arrive au paradis. Au paradis. Et au paradis, ensuite, j'arrive en enfer, quoi. Voilà, en gros. Avec l'idée de tuer le mal. Et oui, avec l'idée de tuer le mal. Donc tout est arrivé comme ça. Et je trouvais quelque chose de très très intéressant. Moi, je suis très très basique. Hein. Voilà, je suis très. Il y a le bien, il y a le mal. Oui, ça ressort beaucoup dans vos différents albums. Oui. Et j'aime pas le mal. Et oui, j'ai décidé de faire un espèce d'œcuménisme, de mettre tous les religieux, ceux qui la main de Fatma mélangés avec, pour une mission pour les êtres humains aujourd'hui, c'est de tuer la bête, le 666, Belzébuth, l'antéchrist et je ne sais pas quoi. J'ai pris tous les termes. Je sais pas, mais c'est une vraie volonté à un moment donné. On a écrit ça dans un studio, il y a ça qui est arrivé. Et bon, je ne sais pas ce que veut dire ce texte, mais en tout cas, il pousse les gens à se dire qu'il y a quand même des missions dans ce monde. Ah, attendez, vous dites à un moment donné, ça ressort encore une fois dans votre nouvel album, chapitre 7. Enfin, nouvel album, il est sorti l'année dernière. On va écouter un tout petit extrait de Un pacte avec le diable. Où là aussi, vous avez envie de lui trouer la peau, pour pas dire autre chose. On écoute un petit extrait, on y revient juste après. J'ai le téléphone du diable, prends son numéro, appelle-le en PCV, envoie-lui des textos, dis-lui de ma part qu'avec foi je le maudis, qu'avec chapelet contre lui je psalmodie, dis-lui qu'on va rassembler ce qu'il a éparpillé, par ce qu'il a dévisé, par ce qu'il veut diviser, vexe-le, lance des psaumes en argot, mets ton doigt en l'air, écris va fanculo. On sent que ça vous travaille. Ouais, je me rends compte que ça me travaille énormément, que tout ce que j'ai pu lire pendant des années, à un moment, ça ressurgit, et que l'image du diable est assez facile. Je sais pas, je crois que c'est ce genre de texte où j'ai envie de pousser les gens à agir pour un monde meilleur et pour des rapports meilleurs les uns avec les autres. À chaque fois que j'entends ce genre de texte, Solar pleure, Un pacte avec le diable et Message de l'ange et des choses comme ça, curieusement, je suis très très sérieux. Je suis sérieux, hein, même si ça paraît de la rigolade. Voilà, ça c'est exactement moi. Ça paraît pas de la rigolade, honnêtement. Non, non, je pense que c'est servi par une musique aussi qui accentue le propos. Mais je suis sérieux, voilà, c'est ce que je pense dans ces moments-là. Chaque fois qu'il y a le diable qui fait acte de présence dans un texte, une chanson, c'est un message que je laisse à un être humain. Bon, c'est pour ça que ce cycle de 7, un jour ou l'autre, il va falloir que je me penche un peu plus. Mais ça aide en tout cas à la créativité parce que au moins les gens ont les oreilles ouvertes quand on fait référence ou à Dieu ou à des psaumes particuliers ou à des chapitres particuliers ou au diable. On a au moins l'écoute. On a au moins l'écoute. Ça ouvre et donc quand je suis sérieux, j'emploie souvent voilà, le diable zoroastrien, le bien, le mal, voilà. Et j'aime pas le mal. C'est pour ça que c'est ridicule, mais c'est vrai. Ah, ça n'a rien de ridicule, au contraire. C'est une belle bataille. Quelle est la valeur, Claude, que vous aimeriez mettre en avant dans cette émission ? Quelle est la valeur qui vous tient à cœur ? Moi, c'est la fidélité et la persévérance. C'est-à-dire être fidèle. Ça peuvent aller très, très bien ensemble, ces deux-là. Ouais. La fidélité, parce que la fidélité a des idées, a des combats. J'espère que le contexte ou l'évolution d'un homme ne lui fait pas changer ses idées, même si alors en politique on appelle ça le pragmatisme, dans d'autres trucs le concept de réalité, mais il ne faut pas oublier d'avoir 7 ou 8 ans ou 13 ans ou 14 ans à un moment donné. Il y a des choses qu'on a pensées qui sont souvent très simples, faire du bien, aider, faire de l'humanitaire, être vétérinaire pour les jeunes filles. Il ne faut pas l'oublier en route, quoi. Et ça, c'est la fidélité à des idéaux, à des amis, à des gens. Un pays aussi, là, on vient de voir passer une photo où on vous voit sur l'île de Gorée, qui est l'île d'où partaient les esclaves. Ouais. Vous êtes d'origine sénégalaise, né de parents tchadiens. Voilà. Fidélité à un continent aussi ?
À une histoire? Oui, il y a quand même cette fidélité au continent que je connais très peu. Moi, je suis un... Ah oui, vous l'avez quitté à 6 mois. Oui, Manu Dibango appelle ça les négropolitains. C'est joli comme expression. C'est-à-dire qu'on a grandi ici, mais oui, être assez proche de sa douleur, quoi, de sa douleur. C'est-à-dire que ça va pas très bien actuellement. Il y avait René Dumont qui disait en 70 l'Afrique noire est mal partie. Et puis on est 30 ans après et c'est toujours mal parti. Mais voilà, je tente de rester afro-optimiste parce que quand on est sur place... Afro-optimiste. Quand on est sur place, ouais. C'est fantastique. Dakar, vous vous y sentez chez vous quand même? Je me sens chez moi dans toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique francophone. Oui, je me sens vraiment chez moi. Et puis les gens sont pleins de vie, quoi. Les gens sont réellement pleins de vie. Alors cette île de Gorée, quand même, le symbole était très fort. C'était la première fois que je retournais sur le lieu de ma naissance, c'est-à-dire en Afrique, au Sénégal. Et là, il y a vraiment un choc. Je vois où est-ce que je suis né, à l'hôpital Le Dantec. Et puis je vois aussi ce point de départ du commerce triangulaire avec quelqu'un qui m'explique. Et c'est vraiment des chocs, quoi. Et puis après, il y a la vie, les gens, la débrouillardise, l'intelligence, des artistes qui deviennent rapidement des amis. Le foot dans les rues. Le foot dans les rues. Revenir 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans plus tard et avoir à peu près les mêmes repères, les mêmes gens, les mêmes suites de discussions, c'est fantastique. Dans ce cas, vive Internet aussi, parce que très très ouvert sur ce qui se passe partout dans le monde. Vous lui diriez quoi au petit Claude qui a grandi à Villeneuve-Saint-Georges, et donc non pas à Dakar, au petit Claude de 7-8 ans, si vous pouviez le rencontrer aujourd'hui? Vous auriez envie de lui dire quoi, vous l'adulte qui a réussi hein, et qui garde la tête froide? Si je le rencontre là à 7-8 ans, en short avec un truc sur la tête, je lui dirais ouais, bosse à l'école. Un petit peu. Il n'a pas assez bossé, le petit Claude? Si, il a bossé, mais je lui redirais la même chose. Bosse à l'école. Et puis, voyage. Voilà, voyage. C'est-à-dire, prends un ticket de train, de métro, de bus ou fraude, mais voyage un petit peu, quoi. Voilà, quitte là pour aller un peu plus loin. Si avec des amis, vous devez aller à Paris, qui est à côté, à 10 minutes, mais c'est un monde quand même. Le faire, parce que ça éveille des antennes. On voit le monde, on voit des gens différents. On est un peu comme Google Earth, quoi. Voilà, on voit un peu mieux et on sent qu'on n'est pas isolé. Ouais, ça a été un truc très très important qu'on m'a permis de faire, c'est de ne pas rester juste proche d'un bloc et d'avoir une mentalité d'un quartier. Ouf. Quelle serait l'odeur de l'enfance pour vous? L'odeur de l'enfance. Oh là là. Il n'y a pas une odeur là tout de suite qui remonte quand vous pensez à votre enfance? Alors quand on dit enfance, je pense c'est un peu avant l'enfance, hein, c'est vers 7-8 ans. Je pense toujours à la Corrèze, moi. À la Corrèze? Oui, parce que j'allais en Corrèze. Ma mère nous envoyait en Corrèze. En colonie? En colonie, pas en colonie, chez une dame. Et elle avait des confitures. C'est les confitures. Voilà, les confitures de fraises, de groseilles, framboises et tout ça. Ça, c'est l'odeur de l'enfance. Ça fait pas très banlieue, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Avec les produits aussi de l'époque. Hein. Il n'y avait pas de Fanta ou de... C'est une marque. Hein. Il y avait du Pchit. Et puis ces pots-là. Oui, des souvenirs finalement très affectifs et tout simples. En parlant d'odeur, vous avez amené un drôle d'objet. Est-ce que vous voulez bien le... Je ne sais plus où il est passé. Alors... Voici mon objet. Il est en bois, je ne sais pas de quel bois il est fait. Je peux le montrer? Oui, c'est très bien, on le voit bien. Voilà, il y a des trous à l'intérieur. C'est un homme très 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 sympathique qui me l'a donné. Il a 20 ans de plus que moi, mais chaque fois qu'il m'a dit des choses, elles ont toujours été très très intéressantes parce qu'elles m'ont permis de cogiter. Quelquefois, ce sont des mots. Alors c'est tout simple. On met à l'intérieur de l'encens, du parfum ou n'importe quoi. C'est un diffuseur en fait de parfum? Voilà, c'est un diffuseur. On le met dans le papier, on referme et ça se diffuse. Et il y a une petite odeur de bois avec. Voilà, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça vous aide à écrire? Vous l'allumez pour écrire? Ou dans quelles circonstances vous le faites fonctionner? Quand j'ai besoin de
Alors, on peut le mettre dans une voiture, on peut le mettre chez soi, mais ça sent bon. C'est surtout le bois. Et il y a un côté, excusez-moi du terme, mais voilà, on se croirait dans un lieu de culte quelconque. Parce on sent qu'il a servi. Ça accentue votre côté méditatif, contemplatif? Ouais, et on sent qu'il a servi. Il est pas récent, quoi. Il y a la patine du temps qui vous plaît aussi. Ouais. Voilà, il m'a offert, voilà, bon. Et puis un chapelet aussi. Mais je ne vais pas demander d'où vient ce chapelet. Est-ce que c'est un chapelet musulman? Est-ce que c'est un chapelet chrétien? Vous n'avez pas voulu savoir? J'ai les deux trucs. Ouais. Ouais. Et je le verrai dans 2 ans, je crois, le gars. Et je saurai. C'est un bel objet. Je vous avais prévenu avant qu'on commence l'émission, elle se termine traditionnellement par des séries de petites questions auxquelles vous tentez de répondre comme vous pouvez. C'est pas la compétition. Je vais commencer avec une citation de Goethe qui écrit « Il reste toujours assez de force à chacun pour accomplir ce dont il est convaincu ». À quoi utiliserez-vous vos dernières forces, vous? Mes dernières forces? À quoi j'utiliserais mes dernières forces? À faire passer un message. Et le message, ce serait de faire en sorte que les actes qu'on fait ne contribuent pas à l'élimination d'autres personnes. Ah oui. Voilà. Qu'on n'entre pas dans un processus qui mène à l'élimination. C'est con, mais depuis 93, j'ai cette phrase en tête. 93? Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où je l'ai écrite. Ah oui. Et dans ma pensée, elle est devenue comme un stabilo boss, couleur orange ou jaune. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Manque de confiance, souvent. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre, mais c'est très joli, hein, mais de l'ordre de la fragilité qui ressort un petit peu quand on vous a en face, comme j'ai la chance de vous avoir. C'est pour ça que j'essaye d'avoir un côté plus... Tu vois, un petit treillis, il y a des photos qu'on a vues où j'ai des trucs, j'essaye d'être un peu militarisant pour me donner une discipline, quelque chose. Les photos, juste pour, avant d'oublier, elles sont de Philippe Bordas, qui est un fantastique photographe, qui est un ami aussi, qui vous suit depuis le début de votre carrière, sans savoir que ça allait autant carburer pour vous, hein, donc c'est vraiment sincère. Il y a des photos absolument magnifiques, on en a vu passer effectivement dans l'émission. C'est un beau cadeau à s'offrir, à ouvrir aussi le livre, pour les fans, et pas seulement, pour les fanatiques de photos aussi, c'est aux éditions Panama. Donc en tout cas, avoir un peu plus confiance en soi. Ouais, plus confiance en moi et aller de l'avant, quoi, ouvrir des portes et tout ça. Parce que je regarde toujours la personne, je regarde toujours les gens en face, je me mets dans leur peau. Tu vois, je trouve toujours des circonstances atténuantes et tout ça. Oui. Et ça, bon, c'est bien pour le dialogue, mais c'est pas bien pour l'action. Alors là, je me formate pour être un homme d'action pour l'année 2008. Je trouve ça assez attendrissant, votre volonté de vouloir vous durcir absolument, alors que ce qui fait peut-être aussi tout votre charme, c'est justement ces failles, ces fragilités et cette douceur. Il faut que j'essaye. Non mais essayez, je ne vous empêche pas d'essayer, vous avez raison, il faut essayer. Mais revenez-nous après comme vous êtes. Est-ce que vous avez un mot que vous aimez particulièrement? Alors ça, c'est un mot que j'ai vu un jour à la télévision, il s'appelle locomotive. C'est bizarre, hein? Non, pourquoi pas? Mais j'ai vu ça à la télévision, il y a le L comme ça qui fait comme la cheminée et puis les O, le C qui fait comme des roues. Comme les roues du train. Ouais, c'est très beau quand il est écrit en lettres minuscules. Et depuis, chaque fois que je vois locomotive, je vois la fumée au-dessus du L. Voilà. Ah, on reste dans la rêverie et la poésie, là. Ouais. Et il y a une devise que vous vous êtes éventuellement attribuée, ou une phrase que vous ressassez, parce que vous qui êtes très attaché aux phrases? Alors, il y a une phrase que j'aimais bien, mais qui me conforte dans mon tempérament. C'est « je prendre de l'avance en prenant du recul ». Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Mais des fois, je prends trop de recul. Alors, mais ça a été mon leitmotiv. Et maintenant, j'aime bien, c'est la spécialisation. La spécialisation, c'est pour les insectes. J'adore cette phrase. Elle vous apprend quoi sur vous? Elle me dit continue à aller un peu partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout, à tout, à pas tout connaître, mais à s'intéresser à tout, pour pas être spécialisé comme une guêpe. Ou une fourmi. Ou une fourmi, ouais.
Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « t'es beau ». Et j'y crois. Et vous y avez cru. Oui, j'y ai cru. Vous avez raison. Est-ce que vous avez un rêve inachevé? Ah oui, j'en ai plein. Ouais. Mais surtout... Absolument, avant la fin de la fin. Que je le fasse? Oui. Ouais. Ce serait quoi? C'est reprendre des cours de russe et pouvoir avoir un dialogue quelconque avec un Kazakh ou un Polonais qui en russe. Et si possible, dans quel pays voilà, en Belgique, je rencontre un Polonais, on parle en russe. Parce que j'aime pas avoir commencé quelque chose et puis voilà, il faut que je termine. J'ai pas beaucoup à faire. Vous avez des enfants? Ouais. Ouais. J'ai un petit qui a 3 ans et demi et une petite fille qui a 7 mois. C'est extraordinaire. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps, mais c'est extraordinaire. Ça vous change, peut-être pas un homme, mais ça change la vie. Il nous reste, allez, 50 secondes. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ils vont voir cette émission, on vous donnera un DVD d'émission, ils la verront peut-être dans 15 ans, Ouais. quand ils seront en âge de la voir. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces enfants? Alors, je leur dirais pas de faire comme moi, mais je leur dirais de s'ouvrir l'esprit et de prendre des décisions. Voilà. Pas toujours faire, comment on appelle ça, non, je ne vais pas dire démocratie, mais pas attendre un plébiscite populaire. C'est-à-dire que pour que les actions existent, il faut avoir fait des choses en amont. Voilà, donc allez-y, allez-y. Ils s'appellent comment vos enfants? Il y en a un qui a un nom un peu russe, qui s'appelle Roman. Oui. Et la deuxième, comme personne ne le connaît, je te le dirai hors antenne. D'accord. En tout cas, on va leur dédier cette émission. Merci Claude d'être venu dans VIP, parler de beaucoup de choses qu'on ne soupçonnait pas, en tout cas, et d'approfondir aussi l'artiste. En tout cas, c'était une vraie découverte pour moi, et je pense pour les téléspectateurs. Merci, bon festival de Pâques. Merci à vous. Merci. À très bientôt.